Bonjour tout le monde, on va pouvoir commencer le Tech Live. Du coup, je vais laisser la main à Julien. Tu peux commencer à te présenter. Il y a déjà quelques personnes, Julien. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce Tech Live de l'IA générative. On va attendre peut-être quelques petites minutes pour les derniers retardataires et je commencerai d'ici quelques minutes cette conférence autour de la GenAI dans la pratique, l'essentiel du moteur génératif sous le capot de l'IA. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu pour moi à ce premier talk, en tous les cas, chez Clanic, comme vous le voyez ici pour le kakémono qui est derrière moi. Ça fait pas depuis longtemps que j'ai rejoint l'aventure chez Clanic, et très très passionnante autour de l'IA et de la data, principalement dans mon métier, et c'est ce pourquoi on va parler ce soir, en tant que chef de projet IA chez Clanic. On va attendre quelques petites dernières minutes, secondes, les derniers retardataires, et puis commencer ce Tech Live. Hop. Donc, première pour moi en live chez Clanic, hein, comme je le disais. C'est les sujets sur lesquels je travaille et passionnants aussi, dans lesquels on va parler de l'IA générative. Et je pense que la plupart d'entre vous, de ceux qui sont présents ici, ont commencé à un petit peu faire de l'IA générative chez soi ou à travers, de manière plus professionnelle sur des projets ou autres. On va parler avec moi de tout ça, de l'écosystème et de tout ce que compose l'IA. J'en profite pour faire une petite annonce aussi également, je la redirai à la fin de cette Tech Live. C'est scindé en 2 chapitres, en 2 volets, vous l'avez compris. Là, on va voir un premier volet pour grand public, décomposé un petit peu en « c'est quoi l'IA génératif ?» entre guillemets. Le deuxième chapitre, le deuxième volet aura lieu le 16 décembre, toujours chez Clanic. Et on va parler un peu plus technique et autour de l'API, des LLM, des écosystèmes autour de l'implémentation dans les applications de la GenIA. Paf, 18h04. Allez, encore quelques petites secondes à ma montre et on va pouvoir commencer ce petit Tech Live. Merci en tout cas à tous et à toutes de venir ou d'être venus à ce Tech Live. En tous les cas, vous êtes nombreux et nombreuses. Pour le coup, je vous remercie d'ores et déjà pour être venu assister à ce Tech Live. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, je me présente, je suis Julien Boyer, chef de projet IA et RD Engineer de profession. Donc, un spécial remerciement avant tout que je commence et à ne pas oublier pour Baptiste, Cyril, Juliette, Jessica, Manon, Clémence et toute l'équipe et le staff Clanic qui m'ont permis de faire ce Tech Live de ce soir avec vous. J'ai mis quelques descriptions autour de mes réseaux, comme Twitter, comme LinkedIn, pardon, je devrais pas me prononcer X, mais j'aime pas ce mot-là, par rapport aux réseaux sociaux, et vous pouvez aussi m'écrire sur jboyer@clanic.com si vous êtes intéressé par le sujet, vous avez davantage de questions qu'on développe, ce sera avec grand plaisir, et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux et, ou par email. Voilà, j'ai mis un petit QR code également permettant de scanner mon profil. Alors, pour parler un peu du sommaire et ce qu'on va parler ce soir, ce qui nous intéresse, c'est en 4 parties. On va parler d'abord de l'état de l'art de l'IA générative. Ensuite, on va basculer vers c'est quoi un moteur IA génératif, le cœur du réacteur. C'est quoi un LLM, ce qu'on appelle entendre parler LLM, le Large Language Model. Donc, on va le décortiquer sans trop rentrer dans la technique. Enfin, on va parler aussi du prompt engineering. Le prompt engineering, donc c'est toute la manière de parler un petit peu à l'IA génératif. On sait aujourd'hui parler à Google. On va savoir comment parler après ce Tech Live à de l'IA générative, à comment discuter. Donc, technique de base, technique simple. Première vitesse dans mon cockpit, puis deuxième vitesse, technique avancée. Et enfin, on verra tous les outils, les plateformes et autres qui existent autour de l'IA.
Alors, pour parler un peu de l'état de l'art de l'IA générative et les tendances, elles sont assez nombreuses aujourd'hui. Vous avez le fine-tuning en premier lieu. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là. Le fine-tuning, c'est les techniques qui vont nous permettre de customiser en fait, l'IA générative. Mais vous entendez parler de beaucoup de mots scientifiques, anglais ou autres en soi, comme le multimodal learning pour pouvoir afficher du texte, des images, des vidéos générées, comme excellent tout ce qui est explainable AI autour du code généré, autour de la documentation, autour évidemment des continuous learning LLM, toutes ces techniques d'apprentissage en continu concernant les LLM, tout ce qui est ethical consideration, etc. etc. Donc le top trends en soi, c'est la génération, la compréhension, la classification, le résumé, ce qu'on appelle le summarize, etc., etc. Juste un simple constat pour donner un peu de chiffres. Aujourd'hui, ChatGPT, ça représente juste 200 millions d'utilisateurs actifs, donc par semaine. C'est 1,8 milliard de visites mensuelles, à peu près en moyenne. Hein. C'est la 80... Donc, elle fait partie des 92% des entreprises du Fortune 500 qui ont déjà, toutes ces fortunes-là, adopté ChatGPT dans leur écosystème et dans leur entreprise. Il y a à peu près 2 milliards de chiffres d'affaires de CA qui dégagent de ChatGPT. Sa valorisation, je crois qu'elle est à peu près à 80 milliards aujourd'hui en bourse. Donc, c'est assez énorme. Mais aujourd'hui, on fait un constat très simple aussi, et une phrase que j'aime bien, c'est qu'il a fallu 3600 jours à Netflix pour adopter 100 millions d'utilisateurs. Il a fallu juste 60 jours à ChatGPT pour atteindre ce même quota d'utilisateurs, 100 millions. Voilà. Donc ça met tout le monde un peu d'accord. Quelques news, pour vous donner un peu les news fraîches. Amazon a déployé Amazon Titan sur son modèle Bedrock, qui est son modèle en fait, d'apprentissage et de machine learning. Titan, c'est une IA générative qui va débarquer dans toutes les Alexa Skill Kit, ASDK pour ceux qui connaissent, toutes les Alexa enceintes, Alexa Spot, Alexa en 10 pouces, en 7 pouces, en réveil. Voilà, toute l'IA générative Amazon arrive assez rapidement chez Alexa et ils veulent redorer un petit peu le vocal à travers l'IA générative. Il y a également SearchGPT qui est en prototype, qui est une version d'IA d'OpenAI et de ChatGPT, mais ouvert au web, complètement ouvert. Il y a aussi un autre projet, vous avez peut-être vu passer, il est sorti le 9 décembre, donc c'est un peu breaking news, c'est Sora, le projet Sora d'OpenAI. C'est juste de la génération de vidéos, vous tapez Sora sur Google, et vous verrez que depuis le 9 décembre, ils ont sorti une plateforme générative de vidéos qui est assez folle et assez fascinante sur de la vidéo de texte. Enfin, Google, évidemment, qui compte à travers ce qu'on sait, à travers Gemini, à travers les pixels qui embarquent l'IA générative aujourd'hui. Ils ont introduit un modèle LLM qui s'appelle Gemma. Ils l'ont sorti en différentes versions. Donc, c'est l'équipe DeepMind, l'équipe recherche de Google, qui ont sorti Gemma, un modèle en 2B, en 7B, je crois, ou en 15B. Ils l'ont sorti en juillet 2024, donc c'est très récent de ce dont je vous parle. Et ils l'implémentent déjà dans les téléphones, par exemple, dans vos messages, dans vos notes, dans vos drives, etc. etc. Et c'est ce qui remplaçait en fait Google Bard, qui s'appelle Gemini aussi sur Android, sur Pixel. C'est Gemma qui est derrière et ils le rendent complètement open source. Enfin, une petite plateforme que j'adore, c'est Perplexity. Je vous invite aussi à essayer en free ou en premium. Elle permet vraiment d'avoir de l'IA générative pour contrer ChatGPT, une entreprise qui est aujourd'hui très très cotée et qui lève des grosses levées de fonds et des grosses tours de table à peu près à 200-300 millions à chaque fois. Perplexity, c'est une grosse plateforme IA générative qui va vous permettre de rechercher de manière complètement multimodale, donc qui va générer des photos, qui va rechercher sur le web, qui va vous mettre les sources et les différentes étapes, comme je vais vous montrer sur le screen, les différentes étapes sur lesquelles il segmente sa recherche et sa génération de texte, etc., etc. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez créer votre space avec vos propres données en RAG. Vous pouvez également découvrir toutes les nouveautés et tous les blogs. C'est un peu un agrégateur de flux et de news. Bref, l'écosystème Perplexity AI, c'est une belle plateforme que je vous recommande d'essayer si vous ne connaissez pas. Et enfin, une petite start-up que j'aime bien qui s'appelle Studai, qui a fait de l'IA générative dans les écoles. J'en parle parce qu'en tant qu'ex-entrepreneur, c'était une petite idée que j'avais à un petit moment dans le passé. Et ça permet en fait d'aide scolaire pour les étudiants, de
de tout cycle, primaire, secondaire, et puis études supérieures, autant soit. Là, je vous ai mis un peu la synthèse moléculaire de l'acide salicylique, donc des cours de terminale avec l'architecture organique de cette molécule, juste pour réviser, pour essayer, et ça me génère des cours, ça m'assiste en fait les cours, et vraiment, c'est pas un remplaçant à l'attention des profs, c'est vraiment un assistant à proprement dit, qui va me permettre de réviser mes cours, et je trouvais l'idée vraiment, vraiment superbe, ils ont levé des fonds, et belle start-up. J'en cite une, et puis il y en a des tonnes sur l'IA générative. Pour parler maintenant du moteur de l'IA générative, le fameux LLM. C'est quoi un LLM? En fait, un LLM, Large Language Model, c'est une base de connaissances. C'est une base de connaissances assez énorme, en fait. Elle fait 7 gigas, 15 gigas, 30 gigas, 70 gigas, 126 gigas, etc., etc. Ce sont des données, en fait, qu'on est venu entraîner, donc, et qui ont des milliards de paramètres. Des milliards de paramètres, parce que juste après, je vais faire une petite introduction. Donc, c'est quoi un réseau de neurones? En fait, c'est quoi qu'il y a en dessous le moteur, en dessous du LLM? En fait, ce sont des réseaux de neurones, en fait, qui sont entraînés pour reconnaître des instructions, reconnaître ce qu'on appelle un prompt, que vous voyez ici à gauche dans mon schéma. Donc, derrière, effectivement, un LLM, on entend parler de Mistral, de Bard avec Gemma, on entend parler effectivement de Llama avec Facebook, Phi 3 avec Microsoft, etc., etc. Tous ces LLM sont open source ou sont close, sont à modèle fermé ou à modèle ouvert, et peuvent être entraînés avec vos données demain et de pouvoir effectivement lui apprendre aussi de nouvelles tâches ou des nouvelles connaissances. Donc, elle se nourrit de prompt engineering, de techniques de prompt qu'on va voir après, pour pouvoir interroger toutes ces données et de pouvoir, non pas comme une base de connaissances telle qu'une base de données comme on connaît, restituer la connaissance telle qu'elle est, mais plutôt effectivement composer avec ces données pour générer de nouvelles données. Et c'est quelque chose où j'insiste, où on n'avait pas avant, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on connaît effectivement la recherche textuelle, sémantique, la recherche par mots-clés, celle de Google, avec un SERP, avec un résultat de recherche. Ouais, ça c'est ce qu'on connaît jusqu'ici, avec une base de données quelque part indexée. Aujourd'hui, effectivement, et demain, on permet effectivement d'avoir du contenu qui sera généré, donc des sites web de demain qui seront aussi générés, du contenu qui n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est tout là, effectivement, l'intelligence et peut-être, j'en place une, comment dirais-je, la vente aux enchères prochaine de Google, entre guillemets, ça sera de vendre des prompts plutôt que de vendre des mots-clés sur Google AdWords ou des ventes de publicité côté AdSense ou autre. Ça sera effectivement de vendre ce qui se parcourt le mieux, ce qui se recherche le mieux à travers l'IA générative. Il y a des gros enjeux, en fait, je vais vous faire comprendre, derrière cette IA générative et derrière tout ce qui est LLM, donc tout ce qui est base de connaissances, à tel point, c'est que les entreprises veulent se les approprier, d'abord en open source, pour mettre leurs propres données et cloisonner au maximum pour éviter, bien sûr, des coûts assez astronomiques de chez OpenAI, de chez Mistral, de chez Google, autre en soit, qui proposent leur propre LLM, mais hébergés chez eux, avec des coûts à la génération de tokens. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des enjeux. C'est un moteur, le LLM, qui va nous permettre de composer avec ce qu'on lui donne, avec des instructions du contexte, pour générer une réponse. Il ne faut jamais l'oublier. Et comment c'est fait derrière? En fait, je vais la faire simple et courte. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique parce qu'il y aura un chapitre 2 et promis qui sera plus détaillé que ça. Mais par contre, ce qui a changé radicalement, c'est qu'on est vraiment passé du machine learning donc au deep learning. Les machine learning, ce sont des données que l'utilisateur donnait, des instructions. Par exemple, comment est faite une voiture à gauche? Elle est faite de 4 roues, donc on va lui indiquer 4 roues, etc. dans des données. On va lui dire effectivement qu'elle a nombre de vitres, avec une carrosserie, etc. On va lui instruire de données et il va pouvoir classifier ici des données. Donc ça, c'est l'apprentissage comme on l'a appris, on va dire, jusqu'à 2017 à peu près. Depuis 2017, effectivement, on a un essor du deep learning avec les réseaux de neurones profonds. Les réseaux de neurones profonds, comme vous voyez sur mon écran, c'est que l'extraction des features, c'est-à-dire les caractéristiques de la voiture, vont se faire automatiquement par ce qu'on appelle des couches de neurones, un peu comme est fait votre cortex cérébral, avec des axones, des neurones et des synapses qui les relient. Et bien là, c'est pareil, on va pouvoir avoir cette voiture-là qui va être entraînée plein de fois, et puis au bout d'un moment, dans ces couches de réseau de neurones, il va distinguer à peu près une forme de voiture, à peu près les 4 roues quelque part dans des neurones profonds. Il va pouvoir distinguer à peu près une forme plutôt longitudinale, entre guillemets, avec de phares, avec ces différentes choses. Il va apprendre par lui-même les bonnes caractéristiques. Et c'est ces bonnes caractéristiques qui sont entraînées derrière les LLM. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que derrière les LLM, oui, c'est des dizaines de gigas, voire des centaines de gigas, mais parce qu'il y a ce gros réseau de neurones pondéré, ce qu'on appelle
somme des matrices pondérées en mathématiques, c'est derrière effectivement un réseau de neurones qui nous permet d'avoir cet apprentissage et de reconnaître une voiture qui est une voiture automatiquement, ou par exemple une grue qui est une grue, ou par exemple un verre d'eau qui est un verre d'eau. Voilà, cet apprentissage profond, je vous invite à lire quelque chose de scientifique si vous voulez vous intéresser un peu plus, mais tout a changé depuis ce PDF. Ce PDF s'appelle Attention is all you need, et décrit par les chercheurs de Google Search et Google Brain, des chercheurs qui ont mis en place cette architecture type LLM. LLM, c'est l'architecture qui est derrière et qui est de type ce qu'on appelle Transformers. Les Transformers, derrière, c'est exactement l'architecture de réseau de neurones profond qui va vous permettre de faire un mécanisme d'attention. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ni trop mathématiques parce que ça serait vous dire le produit scalaire de la query, de la key et de la value, qui est effectivement en multitête annexé. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que j'ai surligné, c'est ce que propose effectivement dans cette abstract, dans cette proposal Google. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'analyser un mot dans les deux sens. Chose qu'il n'y avait pas hier. Hier, il y avait « je suis à Lyon », L-Y-O-N, ou « je suis sur le Lyon », L-I-O-N. On arrivait à prédire le prochain mot, en fait. Et ça allait toujours de manière unidirectionnelle. Il n'y avait pas de sens profond. Là, les réseaux de neurones permettent, comme vous voyez un peu à cette animation, d'analyser chaque mot ou chaque morceau de mot, ce qu'on appelle les tokens, et de mettre en relation, avec des questions pour chacun des mots, les autres mots. Donc, quel mot est effectivement plus en relation avec d'autres? Ce qui nous permet de faire sens dans les deux sens d'une phrase, lit dans les deux sens, rend la sémantique et surtout le contexte beaucoup plus intelligent que ce qu'on avait auparavant. C'est ça les Transformers. Les Transformers, c'est un mécanisme d'attention où quand je vais dire hier j'ai été au théâtre, j'ai vu une super pièce, en fait ce qui est important dans ma phrase, c'est théâtre et pièces qui ont un score d'attention encore plus haut et qui sont effectivement étroitement liés. En fait, ou pièce, c'est une pièce de théâtre et pas une pièce de monnaie. Voilà, c'est tout ce mécanisme d'attention, Attention is all you need, effectivement, qu'il faut lire. C'est une bible et c'est ce qu'ont sorti Google, c'est ce qu'ont exploité ChatGPT depuis 2017. Et c'est effectivement là le cœur de la génération, effectivement, de texte. Ce mécanisme d'attention qui va mettre des scores de manière complètement invisible et qui va permettre une meilleure association et une meilleure coordination entre les mots. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas m'éterniser un peu plus et c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie, mais effectivement, c'est notre cœur. On va parler maintenant un peu plus concret et moins abstrait de prompt engineering. D'abord, il faut savoir qu'il y a des gros enjeux. Au-delà de ce qu'on peut utiliser en prompt, vous avez l'habitude de faire, j'imagine, du QA, c'est-à-dire du question-réponse, et d'utiliser un peu du prompt engineering comme vous utilisez Google. C'est normal parce que on vient tous en fait de Google. On vient tous de la recherche par mots-clés où on essaye de synthétiser sa pensée en quelques mots-clés. Mais là, le contexte est différent parce que je n'ai pas juste un input ou autre. J'ai un véritable champ de saisie où je peux résumer, donner du contexte, nourrir non pas ma recherche, mais ce que je vais générer en résultat. C'est tout l'art et la différence, c'est que Google, on avait l'habitude d'avoir et d'atteindre des résultats de recherche et on perd un peu plus de temps pour aller dans le bon résultat sur une page bien précise. Là, le LLM nous génère notre propre résultat, ce qu'on attend effectivement en termes de réponse. C'est là toute l'instruction, c'est là tout le côté intelligence effectivement que peut avoir les LLM et toute la partie, on va dire, cognitif que sont inspirés les réseaux de neurones profonds. Je rappelle qu'un des chercheurs, Yann Lequin, des têtes qui travaillent au Facebook Research de chez Google, ont dit effectivement que le cortex d'une souris, effectivement, était basé, donc, entre guillemets, ou inspiré par les réseaux de neurones, entre guillemets, de chez Meta, qui ont pondu effectivement après Llama 1 pour le premier réseau de neurones, premier LLM qui se basait sur les réseaux de neurones. Donc derrière, effectivement, c'est basé effectivement sur les connexions et la manière dont on apprend, la manière dont on peut se renforcer, la manière dont on peut aussi halluciner, parce que ça n'arrive pas qu'au LLM d'avoir des hallucinations. Nous aussi, on a des images qui peuvent faire effectivement des illusions d'optique. C'est bien que notre cerveau effectivement interprète et pas nous, et que effectivement nos couches de convolution, notre couche de réseau de neurones, effectivement, interprètent aussi selon la connexion et l'apprentissage profond qu'il y a des données. C'est un petit peu pareil, inspiré bien sûr à mesure échelle. Pour parler un petit peu du prompt parfait, là je vous ai mis un petit peu en couleur, pour moi entre guillemets, ce qui ressemble à ce qui peut être parfait. Il tient à peu près, comme je l'ai mis, en 7 piliers. En 7 piliers, c'est qu'il faut pour moi avoir
dans le prompt un rôle, qui je suis, ce que je fais là, quel rôle je joue, entre guillemets, comme une pièce de théâtre. Hein. La tâche aussi que je cherche, la tâche est centrale aussi. L'objectif à atteindre après cette tâche-là. La tâche peut être aussi une problématique. Hein, et l'objectif qui est derrière, pour pouvoir le résoudre, j'attends tel ou tel objectif, tel ou tel résultat. Le contexte qui est en amont, souvent, au début, pour poser un petit peu le contexte, il se nourrit de contexte. Hein. ChatGPT, vous l'avez compris, c'est une base de données à l'avant tout fermée d'un LLM. Quand je dis fermé, c'est entraîné déjà et pré-entraîné, mais il a besoin de contexte effectivement pour mieux comprendre. Et plus on lui donne du contexte, surtout ciblé, plus il apprend et plus effectivement il peut itérer sa réflexion. On verra juste après les techniques de prompt. La tonalité également, si je suis joyeux, si je suis triste ou si je suis perplexe, si je suis effectivement douteux, il ne faut pas hésiter à mettre du ton parce que les réseaux de neurones ont appris des données, par exemple sur des chats, sur des Discord ou autre en soi, mais ont appris des données avec des humains. Les humains, on se nourrit d'émotions, on vit d'émotions en fait, on réagit par émotion. Donc derrière, effectivement, le ton aussi donne des informations à ChatGPT ou à l'IA générative pour effectivement générer quelque chose en adéquation. Voyez. Si je suis perplexe ou dubitatif sur tout mon ton de prompt engineering, il sera aussi dubitatif et perplexe avec moi. Ou il essaiera de me rassurer aussi par des vérités ou sera un peu plus créatif quand je cherche effectivement quelque chose de plus friendly. Des contraintes également, des contraintes de mesure, des contraintes de longueur, des contraintes de plein de choses, de format aussi, le format HTML, le format, je ne sais pas, slide, le format image, ce qu'on attend un petit peu de lui. Bref, ce sont les 7 piliers ici du prompt parfait que vous avez sous les yeux. Mais en fait, il y en a bien plus que ça. Ça, c'est ce que supporte ChatGPT. En fait, il vous supporte beaucoup plus que ça. Il peut supporter le contexte, il peut supporter l'objectif, on en a parlé, les limites, la terminologie, il peut supporter le langage, il peut supporter également les contre-arguments, les perspectives aussi d'évolution, les préférences, les tendances, les limites, enfin, plein de choses qui fait que là, je vous ai mis à peu près les 25 listes à peu près exhaustives, ce que supporte aujourd'hui ChatGPT. Et c'est là tout ce qui est intéressant de voir, c'est de pouvoir effectivement jouer sur ces critères-là de prompting pour atteindre des résultats complètement divers et variés et qui sont méconnus aujourd'hui du web. Alors, j'aime bien un framework clear qui sont les lettres de challenge, de limitation, de effect, de action et de result. Voilà. C'est un petit framework qu'on se donne. Il y a plein d'autres frameworks, je crois qu'il y a à peu près 11 frameworks identifiables, des frameworks qui nous servent un peu d'acronyme pour donner un peu les bonnes règles ou les bonnes pratiques à tel ou tel prompt selon si j'écris un livre, selon si je recherche une information dans le domaine scientifique, etc., selon ma tâche. Donc, on doit effectivement surtout présenter des limitations, comme j'en ai parlé, des actions concrètes avec des objectifs en termes de challenge, des résultats attendus avec le format, etc., et surtout, effectivement, les effets, qui soient négatifs ou même positifs derrière, ce que j'attends aussi en termes de résultats, mais l'effet que je veux donner aussi à mon prompt est tout aussi intéressant à donner. Alors, le premier que vous faites tous, pratiquement tous, à 80% à peu près de ma salle, ça serait l'itérative prompt. Donc, donne-moi une recette simple. Voilà. Après, comment puis-je améliorer la garniture, par exemple, pour la rendre plus gourmande. Puis, je préfère ma pâte, donc maison. OK, donne-moi des recettes pour faire une pâte brisée. Puis, comment je m'assure que cela, etc., etc. Vous faites tous du prompt itératif. Le prompt itératif, c'est le plus simple ici. C'est celui que j'interroge parce que je viens de Google et j'ai l'habitude de rechercher en fait par mots-clés. Mais en fait, il attend plus que des questions-réponses. C'est ça que je vais vous inciter ce soir et le message que je vais vous faire passer. Donc derrière, c'est vraiment d'avoir, cette vision de se dire que en fait, le prompt itératif, c'est bien, mais il n'y a pas que ces techniques. Ensuite, un peu plus évolué, il y a le Generative Knowledge. Désolé pour mon anglais. C'est effectivement de donner, par exemple, générer une liste donc, de faits importants et conséquents sur la réussite de mes macarons. Avoir les macarons parfaits, entre guillemets. OK. Donc pour ça, effectivement, je vais après donner un prompt, donne-moi un guide détaillé, synthétisé sur les techniques de macaronnage, ensuite élaborer. Ça ressemble un peu à une liste, entre guillemets, de tâches, hein, sauf qu'en fait, on va demander en premier lieu, entre guillemets, les connaissances, par exemple ici, les connaissances, entre guillemets, qu'il faut avoir pour réussir ces macarons. On va commencer par une base de connaissances, en fait, par des connaissances générées. Donc, les premiers prompts
Les 2 premiers prompts, en général, vont commencer sur des questions plutôt générales et commencer à générer du contenu. N'oubliez pas que sur du prompt engineering, au départ, vous générez du contenu pour le réutiliser sur d'autres prompts. Dans la même session, dans le même chat, vous allez réutiliser ces connaissances pour affiner ou pour effectivement aller plus loin. Et bien là, c'est pareil. C'est une technique qui permet d'ores et déjà au départ de générer le contenu qu'il me faut ensuite pour, en utilisant les connaissances générées, par exemple dans mon exemple, créer une recette détaillée pour les macarons français à la vanille. Voilà, c'est un exemple simple, mais c'est une technique de prompt qui marche plutôt bien et qui est plutôt simple. Maintenant, pour parler des techniques avancées, celle qui est le plus en vogue, entre guillemets, c'est la chaîne de pensée, chain of thought. Derrière la chaîne de pensée, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir exactement passer par étapes et décomposer un gros problème, comme on dit, en sous-problèmes. Ou plutôt, on va dire, un énorme prompt complexe en plusieurs étapes logiques. Un peu comme un algorithme, entre guillemets. Contrairement à une approche simple, comme l'approche itérative ou autre que j'ai décrite avant, elle va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus détaillées et beaucoup plus nuancées à la fois. Ça va me permettre, entre autres ici, par exemple, de lui demander de lister les ingrédients, de détailler chacune des étapes de préparation, et j'aurais pu rajouter détailler chaque étape de cuisson, en expliquant donc le raisonnement derrière chaque action et pour chaque étape. Donc là, il va raisonner, là, il va réfléchir, et cette technique-là est assez convoitée. Il y a le chain of thought et chain of tree, la chaîne de pensée et l'arbre de pensée, parce que derrière, effectivement, on peut avoir un raisonnement logique et successif en arbre, entre guillemets, comme un diagramme conversationnel qu'on aurait avec l'IA, pour pouvoir effectivement décomposé son problème, surtout en étapes. Ça, c'est quelque chose une technique avancée qui est assez en vogue parce qu'elle est, utilisée. 2, pour avoir quelque chose de complexe, il faut souvent plusieurs étapes pour pouvoir faire une préparation ou faire des différentes données. Je veux par exemple récupérer des données de chez Facebook par telle API. Je veux effectivement cleaner un peu mes données, puis les poster sur les photos de mon portfolio. Je n'importe quoi. Voilà. Pour chaque étape, il va falloir préparer, il va falloir effectivement qu'il résonne à travers une API, à travers des bases de données, etc., pour pouvoir effectivement générer mes photos sur mon blog. Voici un autre exemple ici de la chaîne de pensée que je vous fais en live. La chaîne de pensée, en fait, elle est partout. Vous la faites dans le quotidien sans même vous rendre compte, en fait. C'est que derrière, vous pouvez avoir une décomposition de problématiques, de problèmes complexes en plusieurs étapes. Ça, c'est quelque chose que peut-être à l'école, on vous a déjà appris de décomposer votre problème en sous-problèmes. Et bien là, je vous invite dans votre prompt à vraiment décomposer ça en plusieurs étapes. Ce n'est pas, je répète, un moteur de recherche. C'est vraiment, effectivement, du prompt engineering dont on parle. Et c'est vraiment écrire et décomposer son problème en plein de phrases, même des phrases effectivement qui me viennent un peu à l'esprit, un peu plus, je dirais, exhaustives ou un peu plus freestyle, entre guillemets, et moins cartésienne qu'un raisonnement complètement logique, mais qui va nuancer ou donner effectivement un peu plus de grain à la réflexion du brain, à la réflexion de l'IA générative. Alors, zero shot ou few shot, vous le faites un peu, je dirais. Alors, le zero shot, c'est la question générale. C'est donne-moi un nom de recette, par exemple, pour une omelette au fromage. Voilà. Ou c'est quand est-ce qu'est né Vercingétorix ou quand est-ce quel est le cours de la bourse en ce moment actuellement de chez Nvidia. Voilà, c'est les questions type général. Il y a zéro shot, ça veut dire qu'il y a zéro exemple. Bon, ça marche à moindre mesure. Et beaucoup de gens s'arrêtent sur les LLM parce qu'ils posent des questions de manière complètement ouverte et générale, sans même fournir du contexte ou des exemples. Le few shot propose un ou plusieurs exemples. Ici, je vais lui fournir, par exemple, OK, je veux le nom de ma recette pour le netto fromage, mais voilà, je vais donner un exemple. Ingrédients 3 œufs, 30 grammes, sel et poivre. Les instructions, battez les œufs et ajoutez du sel. Maintenant, tu vas écrire une recette pour des crêpes en suivant ce format. Le few shot marche très bien parce que non seulement il sait quel format choisir, mais il va composer effectivement avec les données que vous lui fournissez, effectivement en connaissance ou tant même en exemple. En exemple, c'est important parce que si je donne un exemple de comment réparer ma voiture avec telle motorisation, par exemple pour une AMG, je n'importe quoi, voiture spécifique modèle spécifique de chez Mercedes, et je fais un peu de pub, il y a effectivement des instructions ou autres en soi à prendre et des considérations aussi de motorisation ou autres en soi propres à Mercedes. Effectivement, j'ai donné des exemples, par exemple sur le V8 biturbo ou n'importe quoi, j'ai donné plein d'exemples qui va lui permettre de raisonner après sur un autre modèle de voiture si j'en ai un. C'est pareil pour les recettes de cuisine ici que je vous mets. Si je lui donne des exemples, un ou plusieurs suffisent, il saura comment raisonner et va l'orienter, même si ce n'est pas la finalité
ou le résultat attendu. Ça lui donne des indications et des exemples sur lesquels il peut s'appuyer en termes de base de connaissances. Le prompt autoréflectif, lui, il est intéressant aussi comme technique parce que je vais pouvoir donc proposer, donc si je suis un chef, imaginons, une idée de plat originale en combinant des ingrédients de manière inattendue. Je vais lui demander d'analyser la proposition initiale en lui dégageant force et faiblesse, avantages et inconvénients, comme on le veut. Puis, je vais lui demander d'améliorer la recette en tenant compte, par exemple, de son analyse par exemple calorifique, avec ses choix d'ingrédients, par exemple, et d'ajuster les ingrédients ou les techniques de préparation si nécessaire. Donc là, il va auto-réfléchir. À cette étape 3, il va se poser la question, est-ce que ce que j'ai choisi en termes d'ingrédients, c'est bien, entre guillemets. Et c'est là où l'effet miroir rentre en jeu. C'est que je peux très bien lui donner des étapes, à certaines étapes, à lui inviter effectivement à réfléchir sur ce qu'il est en train de me générer en cours, pour qu'il puisse régénérer à la volée, et sans que vous le voyez, un résultat encore plus attendu. C'est très intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'avoir une trajectoire et d'évaluer avec une réflexion un peu plus qui est la nôtre, entre guillemets, et encore plus humaine. Parce qu'il va faire des choix, il va me composer des recettes, mais peut-être que ces recettes, moi, ne me conviennent pas par rapport à mon régime ou autre en soi. Il faut que j'adapte, il faut qu'il auto-réfléchisse aussi par rapport à cela. Et il faut effectivement avoir pour ça de l'autoréflexion pour qu'il puisse réfléchir lui-même. Le feedback donc, peut être beaucoup plus nuancé, contrairement aux méthodes traditionnelles. Donc, et surtout, ici, on va pouvoir avoir des récompenses. On va pouvoir donc raisonner en reward ou en penalties, ce qu'on appelle en récompense ou en pénalité. On va pouvoir l'inviter à réfléchir si, le cas contraire, si par exemple il a choisi des ingrédients trop calorifiques, admettons. Voilà, donc ça c'est important et on peut utiliser cette technique si on veut effectivement à certaines étapes qu'il ait le meilleur raisonnement et qu'il s'auto-évalue, qu'il donne ses critères d'évaluation, force et faiblesse, et qu'il dise comment lui-même il peut les améliorer en fonction effectivement des ajustements finaux. Voilà. Enfin, présente la recette finale avec la liste des ingrédients et les étapes de préparation, pardon. Ça lui sera complètement transparent, il aura auto-réfléchi en amont. La manière récursive, de la récursivité. Alors là, c'est intéressant parce que quand on a ce qu'on appelle, nous, un bottleneck, c'est-à-dire un goulot d'étranglement en français, quand on a des étapes cruciales qui sont critiques, complexes à la fois, ça va nous permettre de revenir à des étapes de création. Et là, le prompt engineering prend aussi tout son sens, vous voyez, parce qu'on peut, par exemple, détailler une recette, l'auto-évaluer. S'il n'est pas suffisant, retourne à l'étape 1 et améliore-la. Sinon, tu passes à l'étape 4, ici, de ma recette. Donc là, c'est un peu comme un jeu, un peu comme pour ceux qui ont vu un peu Bandersnatch, hein, le hors-série un peu de Black Mirror, que j'aime bien, sur Netflix. Si vous n'avez rien à voir ce soir, regardez-le, je vous conseille. C'était la série, vous savez, avec le hors-série qui nous permettait de choisir l'histoire, de choisir un peu les scénarios et autres en soi. Et c'est tout aussi intéressant. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on a fait le mauvais choix ou autre en soi, on peut revenir dans le jeu et on peut revenir au début, c'est un peu comme un jeu, et lui faire retourner un peu comme une boucle, de manière récursive, le raisonnement. Donc ça, c'est super intéressant et autre, hein, quand on attend des résultats à certaines étapes dans notre raisonnement et quand on veut effectivement qu'il puisse revenir à telle ou telle étape pour refaire ou régénérer effectivement une réponse. Donc là aussi, on affine, on a un feedback plus nuancé et surtout, ça va lui permettre effectivement d'évaluer en soi son prompt itératif, entre guillemets. Ça va permettre aussi de réduire aussi les ambiguïtés et d'avoir une exploration plus profonde avec un contexte amélioré. Ce contexte, il sera autogénéré par la réflexion et par la récursion. Enfin, un petit dernier que j'aurais pu classer aussi parmi les techniques simples, mais elle peut être vite complexe, c'est le self-consistency. Excusez-moi. Ça veut dire qu'en fait, juste ici, je vais lui donner un prompt, il va me donner des réponses, mais je sais que les réponses ne sont pas celles que je vais attendre au final. Il va analyser et synthétiser les éléments pour effectivement avoir ici une recette consensuelle, entre guillemets, aux tartes aux fruits. C'est-à-dire que je vais pouvoir effectivement... Alors ça, c'est surtout en A/B testing que ça sert. L'A/B testing, c'est quoi comme technique? C'est que je vais lui demander 2 recettes et je vais les comparer elles-mêmes. Et lui-même, après, il va pouvoir effectivement décider laquelle, la A ou la B, effectivement, est bonne et de trouver une 3e recette qui sera entre les deux, qui sera un consensus entre les deux. Le self-consistency, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, ça ressemble à du knowledge. Je vais lui demander des connaissances au départ, en général sur deux manières de faire, ou 2 manières ici de faire des tartes aux fruits, ici classique. Il va les comparer, là il va générer 3 réponses indépendantes, si j'en veux plus ou moins, imaginons 2. Les 2, il va les comparer et en générer une 3e
pour faire consensus et avoir le merge, c'est-à-dire la fusion un petit peu des deux, du meilleur des deux. Donc, effectivement, le set consistency, c'est d'avoir effectivement une technique où je vais écrire un prompt avec en lui demandant de générer 2, 3 réponses, de les comparer entre elles et de générer une 4e ou une 5e ou X réponses par rapport à un consensus. Voilà. Ce consensus, il peut être aussi, vous pouvez l'écrire explicitement, si c'est par vote, si c'est pas sur les différents critères, c'est vous qui voyez au niveau de votre prompt. Alors, l'expert role-playing, je l'aime bien quand je ne connais pas. Ici, par exemple, je suis un chef cuisinier renommé. C'est pas du tout vrai. Hein. Chez moi, je fais de la cuisine assez basique, dirait ma chérie. Mais je vais me mettre dans la peau au niveau rolling d'un chef cuisinier et je vais lui demander effectivement une créativité culinaire et un talent pour nommer des plats de manière originale et évocatrice. Donc, j'ai remporté plusieurs étoiles Michelin, je mets tout le contexte, blablabla. Et voilà, je vais essayer de faire mon nouveau plat signature aujourd'hui. Donc, tu vas essayer de me combiner la cuisine moderne avec des ingrédients traditionnels, etc. Je vais être hyper pointu, en fait. Là où je veux vous en venir, c'est que dans des domaines, par exemple, très spécifiques, limite, si je veux connaître, par exemple, la réaction sur telle ou telle bactérie dans le corps, je vais, entre guillemets, limite me prendre pour un médecin chevronné, qui a déjà 10 ans de CHU derrière lui, qui a fait pas mal de services et qui est là effectivement sur les maladies infectieuses et bactériennes dans la région tropicale, par exemple. Je ne m'appelle pas Didier Raoult, loin de là, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je peux me mettre dans la peau d'un personnage ou d'une personne très confirmée pour avoir des connaissances très pointues dans un domaine. Ça marche à moindre mesure parce que effectivement les LLM sont entraînées de manière générale, elles n'ont pas toute la connaissance ni du Michelin ni du Vidal côté médecine. Par contre, effectivement, ça marche parce que derrière, je vais pouvoir effectivement étoffer ou avoir quelque chose, ou une connaissance ou un résultat assez pointu. Et puis, il en existe plein d'autres. Il y a 12 techniques qui sont identifiées d'engineering technique. Il y en a plein d'autres que j'en ai pas parlé. Il y a le PAL, il y a effectivement l'ART, il y a tout ce qui est React aussi, tout ce qui est MetaPrompt aussi, avoir des connaissances méta ou apporter d'autres connaissances telles que des images, des PDF ou autre en soi, d'autres connaissances plus textuelles ou visuelles, parce qu'on sait que par l'image, avec Vision, il arrive à les lire et à les décrypter. Et de pouvoir lui amener voilà, toutes les connaissances qu'il lui faut pour le prompting. Bref, il y a plein d'autres techniques que vous pouvez explorer à travers le prompt engineering. J'en ai donné quelques-unes ici dans ce Tech Live. Maintenant, on va voir à peu près tout ce qui est outils et plateformes, la boîte à outils. Alors d'abord, la Bible, ce que je vous conseille, c'est promptingguide.ai. C'est la référence qu'il vous faut pour apprendre un peu toutes ces techniques et tous les frameworks, entre guillemets, qu'il vous faut pour maîtriser le prompt engineering. Tout ceci, je le tire de cette documentation en anglais, il en existe aussi traduit en français, et qui va vous donner par des exemples, par des tutoriaux, la pratique et les best practices, j'ai envie de dire, pour apprendre les prompt engineering du plus simple au plus complexe. Et c'est très important aujourd'hui de maîtriser le prompt engineering comme on maîtrisait la recherche hier sur Google. J'en fais toujours la similarité parce qu'effectivement, je pense que pour demain, il y a d'énormes enjeux effectivement sur la recherche et la génération de résultats. Pour l'instant, c'est nouveau, ça reste gratuit pour les early birds, mais quand on aura atteint suffisamment la courbe de maturité, croyez-moi que les GAFA qui offrent ces services-là vont effectivement faire payer à prix d'or. Je fais une parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu la dernière news de chez ChatGPT, il est passé à 200 € par mois pour son offre O1, donc il a fait O1 Preview qui était gratuit et O1, effectivement O1 Pro qui est payant à 200 € par mois. Donc déjà, il commence à élever le standing, gentiment. Et ça en dit long, parce qu'effectivement, les coûts sont énormes, déjà d'infrastructure et de faire tourner tous ces réseaux effectivement, de neurones sont énormes aussi, pour l'entraînement comme pour l'inférence, on appelle, mais que aussi derrière, ce qui est les techniques en soi, un peu comme le SEO de hier, les techniques de référencement, aujourd'hui, ça sera les techniques de prompt engineering, ça j'en suis convaincu. Il y a un autre guide aussi, un peu plus friendly, entre guillemets, qui s'appelle Learn Prompting, qui est superbe, qui vous permet aussi de travailler à travers des didacticiels, différents sujets aussi, qui les répertorient, voilà, par rapport à ça, et qui offre aussi une documentation complète. Les frameworks aussi, n'oubliez pas, les frameworks sont des cas d'usage, ou plutôt des boîtes à outils pour vous, qui vous permettent en gros de ne pas oublier les bonnes pratiques qui remplissent un bon prompt engineering. Ici, j'en ai listé 5, je vous les ai listés tout à l'heure, mais des frameworks, il en existe plein d'autres. Hein. Ici, voilà, il s'agit du rôle, des objectifs, des détails, des exemples et de tout ce qui fait
compréhension et sens par rapport à la tâche que je veux réaliser. Mais il y a plein d'autres frameworks, allez voir, il y en a une vingtaine à peu près identifiés, selon la tâche que je veux réaliser, selon plein d'autres choses. Je peux ajouter, vous l'avez vu au départ, plein d'autres mots-clés ou plein d'autres choses, au-delà du contexte ou des objectifs ou des limites à mon prompt engineering. Et bien sûr, il y a plein d'acteurs qui naissent rien qu'en génération de texte. Je ne parle même pas de la génération d'audio ou de vidéo ou de plein d'autres choses. Je parle de la génération de texte. Il y a plein d'acteurs et plein de startups qui se montent aussi et qui lèvent des millions à l'heure où je vous parle, ça c'est sûr. Il y a par exemple Jasper. Jasper est spécialisé dans le SEO qui va vous permettre d'avoir du contenu engageant et optimiser votre SEO, donc pour les personnes et les analystes SEO, et plein d'autres plateformes, comme vous voyez sur ce panel. Copy.ai, par exemple, pour la rédaction des textes marketing, ici. Tout ce qui est effectivement emailing, annonces, pages de vente ou autre. Il y a Writesonic aussi, qui est un acteur plus derrière la génération de contenu, tels que les articles, les descriptions, les blogs ou autre en soi. Puis il y en a plein d'autres comme Killbot aussi qui vous permettent d'améliorer la clarté et la fluidité des textes. Vous trouvez des paraphrases, vous trouvez plein d'autres choses de manière sémantique, qui est encore mieux entraîné, je crois, en sémantique que ChatGPT dans son dernier modèle 4 en tout cas, et qui est assez intéressant à suivre. Et il y en a plein d'autres acteurs comme ça qui vont vous permettre d'améliorer un petit peu par technique les différents prompts et surtout vos générations. Pour quelques news de plus, vous avez des articles, des magazines papier en presse, mais magazines en ligne aussi, comme le Mag-IT, comme Databird, comme Digitad, comme Actualis. Ce sont des articles, des blogs ou des sites dont j'ai l'habitude effectivement d'aller voir, qui mettent plein d'articles autour d'actualités chaudes, d'actualités AI qui nous intéressent. Et assez intéressant, le Mag-IT aussi fait régulièrement, le Databird aussi avec une bonne plateforme qui présente plus l'aspect technique LLM, pour ceux qui sont fans de Medium et de tous les écrivains et chercheurs qui écrivent sur Medium des articles plus ou moins scientifiques ou d'ingénierie. Effectivement, Databird est intéressant pour l'approche LLM et notamment LLM open source. C'est l'un de mes préférés pour le coup. Voilà, j'en place une petite pub. Et ne pas des moindres, parce que si on parle d'IA générative, on ne peut pas aller à côté de NVIDIA. Vous l'avez vu, vous l'avez sûrement entendu. NVIDIA, c'est la plateforme, la plus cotée en bourse, qui est passée devant Apple, devant Microsoft. En soi, c'est énorme. Elle est cotée, je ne sais plus, à 1 milliard, etc. C'est 1000, je ne sais plus combien, je ne sais plus exactement le chiffre, je ne l'ai plus en tête pour le dernier en tout cas, mais c'est juste gigantesque parce qu'ils sont passés tout simplement de cartes graphiques en passant par les bitcoins et tout ce qui était minage de coins à jeux vidéo et pour arriver effectivement à l'IA générative et à tout ce qui est data IA. Donc en fait, cette personne que vous voyez, Jensen, qui est le CEO, est juste effectivement la personne qui a, on va dire, quelques dizaines d'années précédentes créé NVIDIA et qui aujourd'hui est numéro 1 effectivement en distribution de cartes graphiques et de tout ce qui nous sert au niveau hardware pour entraîner un peu tous ces modèles. Voilà. Ça a un coût assez faramineux. On sait que les coûts de cartes graphiques sont assez onéreuses, hein. Elles ont quelques milliers d'euros pour chacune. Et parfois, effectivement, il faut des supercalculateurs pour faire tourner un petit peu tout ce qui est ChatGPT, etc. Juste en news chaude, ce que je peux vous dire, c'est que ChatGPT 3.5 à l'époque a été entraîné sur 35 000 unités de type A100 de chez NVIDIA. Donc 35 000 cartes graphiques de chez NVIDIA, représentant à peu près un coût entre 15 et 20 000 euros l'unité. Je vous laisse imaginer le coût que ça coûte à OpenAI quand ils ont entraîné 3.5 de chez ChatGPT. Et ChatGPT, ça coûte à OpenIA, à Microsoft maintenant, 700 000 euros aussi par jour. Ce n'est pas une news, c'est quelque chose effectivement qu'ils ont ouvertement dit. Et qu'effectivement, cette génération a un coût évidemment aussi pour la planète, j'en parlerai pas dans ce talk-là, mais surtout a un coût, d'où le fait de s'approprier les LLM, les propres LLM qui sont open source pour certains, et de les entraîner sur des machines locales et de réduire ces coûts effectivement au niveau entraînement. Ben voilà, non, j'avais le chiffre, j'avais juste à cliquer. Le chiffre est devant vos yeux et effectivement, il dépasse de loin Meta, Amazon et autres pour la cotation effectivement et l'entreprise numéro 1 dans le monde. En local, ce que juste je peux donner, c'est H2O, LLM Studio, qui propose donc LLM Studio, une solution qui vous permet en local de faire tourner des LLM, Llama pour Facebook, Phi3 pour Microsoft, Gemma 2 pour Google, etc., et va vous permettre de jouer un peu sur les températures, les maximums de tokens, etc., de faire jouer tous les paramètres en fait que font jouer
de manière implicite ChatGPT, Perplexity ou d'autres. Voilà. Il y a Anything LLM que j'ai oublié aussi, qui vous permet de créer de véritables agents conversationnels. Très intéressant, Anything LLM, pour pouvoir prendre aussi vos données, quelles qu'elles soient, PDF ou qu'en soit, et d'analyser vos contenus pour, en local, vous donner de l'IA générative augmentée, ce qu'on appelle aussi le RAG. Et enfin, quelques actualités. Je vous ai mis un petit screenshot de Discord et puis de Slack. Il y a une grosse communauté qui s'appelle Janaï France, qui actuellement font des tournées, des talks un peu partout en France, à Nantes, à Paris, à Marseille, et qui permettent de mettre en ligne les speakers, les replays. Donc, vous allez voir des conférences super intéressantes autour des architectures, autour du futur génératif, etc. Et différents acteurs et startups aussi qui se montent. Ils ont un chat aussi d'entraide qui est plutôt bien fait, où j'y participe, enfin, j'y suis un petit peu. Et il y a une grosse communauté montante qui est derrière Génie France. Et les événements, n'est pas des moindres, il y a AWS qui en fait un il n'y a pas si longtemps, là, et qui en refait un aussi dans pas longtemps aussi. Il s'appelle AWS Genie Day. Il y a Microsoft également qui fait le sien. Il y a des hackathons qui se forment aussi dans les écoles d'ingénieurs, des écoles marketing, commerce, autant soit, autour de l'IA générative. C'est très intéressant et très challengeant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est très, très nouveau, évidemment. Donc, il y a tout l'aspect scientifique, recherche, et en support des écoles et d'universités pour pouvoir faire avancer toute la recherche et le développement qu'il faut. Je vous remercie à tous et à toutes pour cette écoute. Voilà, merci en tout cas à Clanic encore pour toute l'organisation et le staff. Et je suis disposé si vous avez des questions. Merci. Pas de questions? C'est que j'ai été clair. J'ai tendance à débiter en fin de journée après une grande journée bien chargée de travail. Donc, je peux revenir assez aisément sur des slides ou éclaircir des points si vous avez des questions. N'hésitez pas. Julien, tu m'entends? Oui, Manon. Merci à tous du coup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des petits commentaires du coup, Julien, je ne sais pas si tu les vois. Alors, ouais, je les vois. Et il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de remerciements quand même. Superbe. Hop. Alors, je vais essayer de prendre des questions dans l'ordre du coup. Manuel Briand, c'est qui Alexa? Non, Alexa, c'est l'intelligence artificielle vocale de chez Amazon qui est sortie derrière les enceintes Amazon Alexa. Et comme j'en parlais un petit peu, c'est derrière la partie speech to text, text to speech génératrice de chez Amazon pour l'éclaircissement. Le cross-posting à 18h48. J'ai parlé de cross-posting. Il ne me semble pas. Bon, je ne sais pas ce que cette question, mais je ne vois pas dans quel slide j'aurais pu glisser cette notion-là. Alors oui, Cyril, François, y a-t-il moyen de revoir les slides de veille? Ouais. Je vais faire ça. Tac. Bon, la veille, je ne l'ai pas mis. J'en ai beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu que ChatGPT mettait une veille par jour jusqu'au 25.
Les news aussi tombent chez ChatGPT et puis d'autres. Hein. De toute façon, vous l'avez compris, c'est un peu la course au chacun, effectivement, veut tirer son épingle du jeu. ChatGPT est un modèle close, un modèle fermé, mais à côté de ça, il y a Mistral, acteur français qui propose et qui ont levé beaucoup de fonds pour proposer une alternative et française, un Made in France. Il y a effectivement Llama 3 qui est sorti en dernière version de chez ChatGPT de chez Meta, Facebook. Il y a Phi 3 chez Microsoft. Il y a GMAT 2 qui est sorti en version M3B pour tenir soi-disant dans une clé USB, une Raspberry Pi ou une SP32. Enfin, c'est assez fou ce qui se passe autour de la veille technique et tout ce qui sort autour de l'IA générative. Je parlais des LLM, mais bien sûr, il y a toutes on parle maintenant de SLM, de Small Language Model, pour donner des modèles en 3B, en 4B, ou même on parle de VLM maintenant, de Vision LM, donc de l'apprentissage par les images. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont dans l'ordre du jour. Et c'est vrai que je pense que les prochains mois, prochaines années vont être décisives pour les GAFA et pour tous les acteurs qui vont tirer leur épingle du jeu dans l'IA génération. Merci en tout cas. Merci à vous. Julien. Julien, je te propose d'aller sur la dernière slide peut-être pour donner un petit mot concernant le prochain Tech Live. Petite news, yes, avec plaisir. Hop là, voilà. Pour le prochain Tech Live, il aura lieu le 16 décembre 2024, semaine pro, à ne pas louper. On va rentrer un peu plus dans la technique. Là, j'ai parlé un peu de réseau de neurones profonds, j'ai parlé un petit peu de LLM ou de choses comme ça, de Transformers. On va rentrer un petit peu plus pour voir comment on peut fine-tuner un modèle open source, comment donc, avec des techniques de RAG, de fine-tuning, de PEFT, de LoRa, etc. en soi, on va pouvoir non seulement modifier certains poids, entre guillemets, de cette architecture neuronale, et comment effectivement lui apporter des connaissances augmentées avec différentes techniques pour pouvoir fine-tuner ce qu'on appelle dans nos applications les modèles génératifs. Merci beaucoup, Julien. Il y a eu une question quand même. Peut-on voir les premières slides où vous donnez des noms de projets comme Sora, etc. Donc, d'accord, alors je vais revenir. Sachez simplement que vous aurez tous accès au replay du coup de ce Tech Live. Il vous sera envoyé du coup directement la semaine prochaine. Voilà. J'ai fait une news effectivement sur ChatGPT qui s'appelle SearchGPT, qui est un prototype en version bêta pour le moment. Et ça va transformer un peu le ChatGPT que vous connaissez en modèle complètement ouvert qui va pouvoir comparer des produits, qui va pouvoir faire du selling, donc tout ce qui est un peu comme Google Shopping, autant soit, qui va pouvoir effectivement rechercher sur des wikis, sur du web, etc. Les connaissances et les différentes manières. Ils sont en train vraiment de changer complètement le moteur à l'heure où je vous parle de ChatGPT pour le rendre beaucoup plus ouvert justement et pas fermé sur les connaissances effectivement datant de telle ou telle date. Maintenant, effectivement, concernant le Sora, donc j'en ai parlé un petit peu vaguement à cette slide-là, c'est sorti le 9, donc il y a 2 jours. C'est une plateforme de génération de vidéos qui vous permet effectivement de, à partir d'un prompt, générer des vidéos. Allez voir Sora OpenIA, c'est assez bluffant au niveau du rendu et de la plateforme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce Tech Live. Et du coup, rendez-vous le 16, hein, c'est ça, Julien? Yes, exactement. J'espère que vous serez aussi nombreux. Et puis, je vous attends pour une partie plus technique. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.